Bonjour. Bonjour, merci donc d'être venu là cet après-midi pour une des grandes rencontres à tous les sens de l'adjectif grande du festival, avec donc Mohamed Mbougar Sarr pour son livre La plus secrète mémoire des hommes, paru chez Philippe Ray et Jim Sahn. Alors, c'est pas sans un peu d'appréhension que j'anime cette rencontre, parce que pour ceux qui ont lu le livre, et je pense qu'il y en a pas mal parmi vous, ils savent qu'elle sort à temps les critiques, ils savent qu'elle sort funeste à temps les critiques. Donc voilà, j'espère seulement ne pas être victime moi-même de la malédiction du livre, et je compte sur vous pour être indulgent. Alors, cette petite réserve faite, moi, j'aimerais commencer très très rapidement par parler un petit peu de l'intitulé de la table ronde. Donc, c'est le livre comme patrie. Et en y réfléchissant un petit peu, en réfléchissant un petit peu aussi au fait que Mohamed Mbougar Sarr, pour ce livre, avait eu, comme vous n'ignorez pas, le prix Goncourt, mais également avant le prix Transfuge, j'ai repensé à l'éloge qu'avait prononcé Edmond de Goncourt pour l'inauguration du buste de Gustave Flaubert à Rouen en 1890, je crois. Et il admirait chez Flaubert la capacité quasiment divine de créer des personnages, et il imaginait des lecteurs pieusement distraits, comme il le dit, errer dans le cimetière de Rouen et cherchant la tombe de Madame Bovary. Et c'est ainsi que la réalité peut accueillir des personnages de fiction, bon, dans un cimetière, mais ça c'est une autre question. Et précisément, ce qui est passionnant avec le livre de Mohamed Mbougar Sarr, c'est que la relation s'inverse. Cette fois, c'est la fiction, c'est le roman qui va accueillir la réalité. C'est la fiction qui va s'ouvrir à la vie, qui va s'ouvrir au lecteur, bien sûr, comme toute fiction, mais qui va s'ouvrir aussi à l'auteur, qui va s'ouvrir également à toute la pléthore de personnages qui vont se succéder, depuis le personnage principal et narrateur, Diégane, en passant par T.C. Eliman. T.C. Eliman, auteur d'un livre qui a connu un certain succès, un succès de scandale, et puis qui ensuite a disparu dans un silence que Diégane va tenter d'éclaircir. Alors cela, ce n'est qu'en quelques mots un elevator pitch, comme diraient les Anglais, parce qu'il faut rajouter, comme je le disais, un pandémonium ou une farandole de personnages tout autour. La grande écrivaine Siga D, qui raconte à Diégane les rapports qui l'unissent à T.C. Eliman et à son livre, mais aussi toute une petite diaspora d'écrivains africains francophones à Paris, mais également l'occupation à Paris, mais aussi, et bien plus, l'origine de tout, c'est-à-dire la naissance de deux jumeaux, et puis plus encore également l'Amérique du Sud, une poétesse haïtienne, Ernesto Sabato, Witold Gombrowicz. Exactement, vous avez raison, jeune homme, tout cela s'entremêle, tout cela s'entrelace, mais tout cela finit par former ce qu'on pourrait appeler une terre d'accueil, une patrie dans laquelle on court certaines lois de l'hospitalité, certaines lois de l'échange. Le lecteur donne voix, donne vie à ce livre lui donne quelque chose d'autre, peut-être l'entrée dans un autre monde. Mais ce livre ne donne pas seulement l'entrée dans un autre monde, il va aussi accueillir, et revenons peut-être au livre fondateur, au livre dans le livre, si j'ose dire, le livre de T.C. Eliman. Le livre de T.C. Eliman a été créé à partir d'un roman, donc le livre s'appelle Labyrinthe de l'inhumain. Il a été créé à partir d'un roman de Yambo Wologem, qui a eu le prix Renaudot en 1968, et intitulé Le devoir de violence. Donc voilà, les deux destins se font écho, même si bien sûr T.C. Eliman est un personnage de fiction à part entière. Mais moi, ce qui m'intéressait, et peut-être pour en revenir à cette question de patrie qui va nous servir un petit peu de fil rouge, de patrie dans toute son extension et pas seulement de façon chauvine et nationaliste, je me demandais aussi si vous aviez conçu ce livre un petit peu comme une terre d'accueil pour un écrivain oublié, pour un écrivain comme T.C. Eliman, qui finalement, même si le livre a été réédité il n'y a pas très longtemps, que finalement, je pense, très peu d'entre nous connaissaient avant de lire votre livre. Et peut-être plus largement, est-ce que la littérature telle que vous l'envisagez, est-ce que le roman tel que vous le concevez, ce n'est pas aussi une façon un mode de lecture, une façon de faire apparaître certains textes oubliés?
Oui, c'est bon. Merci Damien Aubel et bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là et merci au Festival du Premier Roman de Laval de m'inviter. Je crois en effet que, en tout cas, la littérature telle que je l'envisage, dit, c'est tout à fait peut-être prétentieux de dire les choses ainsi, mais je crois que tout livre est d'abord une manière de remercier les livres qui ont existé avant lui, de lui avoir fait hospitalité, de lui avoir fait accueil. Donc, avant d'être la terre d'accueil des autres livres, je pense que tout livre dit d'abord merci aux autres livres, aux livres qui l'ont précédé, de lui avoir permis d'exister. En tout cas, c'est ainsi que je comprends les choses. Et il leur dit merci en faisant en retour hospitalité. Donc, disons que c'est un jeu d'échange, toujours, ou en tout cas des obligations réciproques, des hospitalités mutuelles. Mais la première des hospitalités, c'est d'abord celle qui permet à un livre d'exister, parce que je crois que toute généalogie d'un livre est une généalogie aussi, peut-être d'abord, purement littéraire. Les livres viennent des autres livres, les livres s'engendrent les uns les autres, et même si l'on peut croire à certains moments que c'est de nos expériences les plus profondes qu'un livre naît, et c'est vrai, il y a aussi une chaîne qui s'étend, qui se déploie et qui s'étend jusque très loin et qui n'est faite que de maillons de livres, qu'on en soit conscient ou non. C'est une chaîne comme ça qui se construit. Le livre est aussi toujours, je pense, une patrie intégrale. Et quand je dis intégrale, ça veut dire que c'est un espace pour moi, et le roman en particulier, qui accueille aussi les oubliés et les disparus. Ceux qu'on a oubliés et ceux qui sont morts, les vivants évidemment, mais aussi voilà, ces deux modalités de l'invisibilité que sont la disparition et l'oubli. Il se trouve qu'en effet, on est retourné à Yambo Ologam. Beaucoup de gens, en tout cas, qui ne connaissaient pas Ologam, sont retournés à lui en découvrant la plus secrète mémoire des hommes. Je m'en réjouis. Même si Eliman, en effet, n'est pas Wologam, il est à la fois moins que cela et plus que cela. Mais voilà, c'est aussi l'idée que je me fais de la littérature, c'est-à-dire entrer dans un texte et aboutir à un autre texte ou à d'autres textes. Cette invisibilité que vous soulignez, ce n'est pas seulement celle qui s'attache à la réputation ou à la notoriété d'un auteur, ou plutôt au déficit de notoriété d'un auteur. Cette invisibilité, elle peut toucher au texte même. Je pense là au texte de T.C. Eliman tel qu'il est décrit dans le livre. Alors, pour le rappeler très rapidement, pour ceux qui ne l'auraient pas en tête, le scandale qui a lieu autour de la parution du livre de T.C. Eliman est avant tout motivé par des accusations de plagiat. Et alors la question du plagiat nous amène à cette question suivante, c'est comment repère-t-on des textes dans un autre texte? Comment en lisant voit-on les textes invisibles que s'est approprié un auteur? Et vous imaginez donc un certain nombre de critiques. D'ailleurs, au passage, soulignons l'humour du roman, vous pastichez, vous attrapez parfaitement le ton d'une certaine critique un peu vieillotte. Ce sont des passages délicieux. Et un critique souligne donc la façon dont, pour lui, ces pillages littéraires, c'est la formule qui revient, ne sont pas forcément quelque chose de négatif ou de néfaste. Cet érudit a été surpris d'y trouver des pillages littéraires aussi subtils que flagrants. Il a découvert cousu à même le texte comme une grande doublure des phrases réécrites tirées d'auteurs européens, américains, orientaux du passé. Aucun grand texte ne semble avoir échappé à la réécriture de l'Antiquité à l'époque moderne. Monsieur Vaillant a évidemment condamné un tel procédé, bon, posture morale, mais il s'est aussi dit impressionné par la capacité qu'a eu l'auteur de mettre tous ces fragments de livres bout à bout, en les mêlant à sa propre prose et au récit d'une histoire originale, sans pour autant que cela rende le texte incompréhensible. Et j'en reviens donc à cette question des autres textes, des lectures que vous souligniez tout à l'heure. Comment fait-on quand, comme vous, vous êtes un gros lecteur? J'ai souligné quelques-uns des noms qui apparaissaient. Le titre, par exemple, est emprunté à Roberto Bolaño. Comment fait-on pour mettre en œuvre ce que Baudelaire appelait l'imagination créatrice, c'est-à-dire pour se approprier tout ce qu'on a lu derrière comme bagage? Alors, évidemment,
on ne peut pas. C'est-à-dire que toute tentative d'un hommage total à sa bibliothèque est d'abord un échec. Mais c'est précisément de cet échec, je crois, que naît la possibilité même de la littérature, c'est-à-dire la possibilité à l'intérieur de la bibliothèque de dessiner un chemin qui a été le nôtre. Et ce chemin, c'est simplement celui des livres qui nous ont peut-être le plus marqué, qui nous ont engendrés, des livres séminaux qu'on a lus, qui nous ont engendrés comme écrivains. Évidemment, la tentative de Eliman, c'est-à-dire écrire tout un livre à partir de fragments d'autres livres, tout en étant tout de même original, pose toute la question de l'écriture même. C'est-à-dire que l'écriture, je pense, est toujours une manière de s'approprier quelque chose, mais à l'intérieur de cette appropriation-là, de se trouver une originalité. C'est une tension qui est extrêmement difficile, c'est une ligne qui est très fine entre le plagiat littéral qui n'a aucun intérêt et une autre forme de plagiat, mais qui porte tout un ensemble d'autres noms. Dans le roman, je rappelle que c'est un mot qui est apparu relativement tardivement et qu'avant lui, il y a eu tout un ensemble d'autres mots qui servaient à marquer la même chose, c'est-à-dire la manière qu'un auteur avait revendiqué, une manière revendiquée de se donner des modèles, d'indiquer ces modèles, d'identifier ses sources comme écrivain et de dire pour lui qui sont les maîtres, tout simplement. Ça s'est appelé hommage, ça s'est appelé innutrition, ça s'est appelé démarquage, ça s'est appelé intertextualité, voilà, tout un ensemble de mots. Mais c'est vrai que bon, ce n'est pas ici qu'on fera une histoire du plagiat, mais en un sens, je crois que c'est Borges qui disait, enfin, on en arrive fatalement à Borges lorsqu'on parle de ces questions-là, donc du labyrinthe des livres et du labyrinthe des livres qui descendent d'autres livres. Il écrit à un moment que il va de soi que tout livre s'honore d'avoir été précédé par un autre livre qui est assez précis. Donc c'est vraiment tout ce problème-là aussi, comment être original tout en n'étant pas du tout original. Et c'est vraiment de cette tension-là qui est très difficile, mais qui est aussi la difficulté même de l'écriture et la difficulté de venir, après des millénaires et des millénaires de littérature, et de venir en ayant des modèles qui sont aussi paralysants que féconds, et qui ont eux-mêmes eu à vivre ce dilemme-là. On peut avoir l'impression que nous sommes, parce que nous sommes les derniers à être arrivés, les seuls à être paralysés par le poids des siècles de littérature. Mais la vérité, c'est que dans la vie, la biographie et l'expérience littéraire de chaque grand écrivain, il y a toujours ce dilemme-là du poids des aînés et du complexe qu'on ressent devant les aînés. Oui, effectivement, on ne va pas retracer toute l'histoire du plagiat, mais on sait par exemple que c'était une des grandes questions, des grandes interrogations de la Renaissance. On se rappelle peut-être cette formule de Béroald de Verville au XVIe siècle, ce livre est le centre de tous les livres, à propos de son livre Le moyen de parvenir, qui disait déjà combien cette tension que vous évoquiez était à la fois douloureuse et féconde. Mais vous parlez de la Renaissance, cette image si célèbre, mais qui vient de la Renaissance du nain juché sur les épaules du géant, dit absolument tout cela. C'est-à-dire qu'il faut se reconnaître comme nain, reconnaître aussi des géants, se mettre sur les épaules des géants, donc être littéralement soutenu et porté par eux, mais parce qu'on est sur leurs épaules, et même si on est nain, sur l'épaule des gens, quand même, on le dépasse d'un tout petit peu, à moins qu'on soit vraiment... voilà, mais on voit quand même un tout petit peu plus loin. Et c'est toute l'image, une image très efficace, mais c'est la métaphore de la nouveauté dans la continuité, tout simplement. Et ce qui nous ramène aussi à la question d'hospitalité dont vous décriviez tout à l'heure la circulation réciproque, accueillir, mais aussi accueillir les textes des autres, mais aussi monter sur leurs épaules pour voir plus loin.
Mais il ne s'agit pas seulement d'accueillir des textes ou des lectures, il s'agit aussi d'offrir dans un livre, et dans votre livre en particulier, un asile, une patrie, ou mieux même, une famille à des mots. Alors j'aimerais lire un passage, rapidement, rassurez-vous. J'aimerais lire un passage dans lequel Sigadé, donc le narrateur décrit la façon dont Sigadé écrit son premier roman. Elle écrit « Elle se noya dans cette averse diluvienne de mots antédiluviens, des mots bien plus anciens qu'elle, jaillis fumants comme s'ils venaient d'être forgés de son ventre, mais dont elle savait qu'ils ne fumaient que d'être restés trop longtemps sous la braise. Ses propres mots étaient plus vieux que son ventre et son histoire, plus âgés que l'histoire de tous les ventres qui s'étaient portés de la nuit à sa nuit. » Et c'est là, voilà ce qui m'intéressait, c'était des vocables orphelins de langue qui attendaient sa langue. Et j'ai eu le sentiment que dans l'écriture telle que vous la concevez dans ce roman, il y avait aussi cette volonté de retrouver peut-être quelque chose qui serait une langue perdue, une langue effacée ou une langue invisibilisée, pour reprendre le terme de tout à l'heure. Oui. En tout cas, j'ai toujours eu l'impression que ce n'est pas parce que... Ce qu'on appelle une langue, je crois, lorsqu'on parle de littérature ou d'écriture, est toujours très, très, très ambigu. Parce que c'est à la fois la langue dont on fait usage, dont tous les autres, en tout cas qui parlent la même langue que vous, font usage pour écrire, mais c'est aussi une langue plus personnelle. Et plus personnelle ne veut pas dire absolument neuve. Ça veut dire, et c'est peut-être ce qu'on appelle le style, un usage particulier qu'on fait d'une langue qui est déjà là. C'est-à-dire une langue qui est là, qui attend. Et l'orphelinat dont il est fait mention dans cet extrait, c'est précisément l'orphelinat de la... C'est le manque de la... Oui, de l'expérience même de l'auteur, ce qui fait qu'une langue devient la langue de tel ou tel, alors que c'est la même langue française, par exemple, évidemment. Mais ce qui fait qu'un mot résonne différemment, c'est parce qu'il a été traversé par l'expérience de l'auteur ou qu'il a traversé l'expérience de l'auteur. Je pense que, pour le dire plus simplement, une langue nous attend toujours. Et cette attente-là est un orphelinat, mais c'est aussi un appel qui est lancé à l'écrivain. La langue nous attend et nous dit « fais de moi quelque chose, transforme-moi, transfigure-moi, fais de moi quelque chose ». Ce n'est jamais véritablement, je pense, un auteur qui sécrète comme ça une langue absolument nouvelle. C'est vraiment toujours de la rencontre entre une langue et une sensibilité particulière que jaillit une étincelle qu'on appelle un style bien particulier qui est reconnaissable. Mais oui, au départ, je pense que la langue attend et nous appelle et exige de nous, et parfois nous supplie peut-être de faire d'elle quelque chose, de ne pas la laisser en l'état, de ne pas la laisser perdue, de ne pas la laisser dans une sorte d'ombre ou d'oubli ou d'ossification. Il ne faut pas la laisser ossifier, donc il faut activer la langue. Mais c'est toujours la sensibilité et l'effort de vouloir faire quelque chose de la langue qui fait aussi un écrivain. Et je crois que dans ce passage-là, c'est toute l'angoisse aussi de ne pas y arriver qu'exprime Sigadé, parce que, oui, en commençant à écrire, on sait qu'on ne va pas réinventer une langue. La langue est déjà là, elle est faite, elle est constituée. Et il faut pourtant en tirer quelque chose, mais c'est aussi excitant qu'angoissant, bien sûr. Alors cette langue-là, cette langue qui appelle, cette langue qu'il faut activer, me semble qu'elle présente beaucoup de points communs avec ce que Baudelaire aurait appelé une opération magique. Et en tout cas, dans votre livre, il y a cette idée que la langue, en l'occurrence le livre de Tessé Liman, peut avoir des vertus magiques, des vertus de magie noire même. Je parlais du décès en cascade des critiques tout à l'heure. Et il me semble, j'ai eu l'impression aussi en lisant ce livre qu'il y avait quelque chose comme un vieux rêve, ou peut-être un vieux fantasme, ou peut-être même plus que ça, qui était celui d'une langue originelle perdue, qui serait une langue magique. Alors, si on l'envisageait de manière chrétienne, on dirait que c'est la langue pré-adamique, la langue qui colle immédiatement aux choses. Bref, le sentiment qu'il y a peut-être une chute d'après une langue idéale, d'après une langue magique, d'après une langue qui serait vraiment opératoire.
Je crois que c'est un vieux rêve poétique, hein, finalement. Le fait de vouloir vraiment nommer les choses et les nommer de l'intérieur. Ayant beaucoup lu Senghor ou César, je sais par exemple que voilà des auteurs dont c'était le oui, même pas, c'est plus qu'un objectif, c'était une obsession. C'est que au-delà des écoles auxquelles on les renvoyait, surréalisme, symbolisme, etc., tout ce qu'ils voulaient, c'est nommer les choses de l'intérieur, donc trouver une langue qui immédiatement soit, oui, en effet, opératoire ou performative, en tout cas dise quelque chose, une langue qui soit en même temps un acte. Mais c'est évidemment un geste poétique extrêmement difficile à réaliser, extrêmement fuyant et qui demande toujours qu'on revienne précisément. Et c'est là aussi un paradoxe qui assure la recherche, le fait qu'une langue ne soit jamais tout à fait saisissable, mais qu'elle semble toujours, à un moment donné, nous appartenir, mais nous échapper dans la même seconde. Et je pense que c'est une expérience que tous les écrivains, et les poètes en particulier, ont déjà eu à vivre. Cette sensation qu'on s'approche de la chose et qu'en même temps, la chose échappe à ce moment même. Mais il faut continuer. C'est ce qui fait que c'est de cette insatisfaction, de cette frustration, de cette angoisse devant la langue qui s'échappe et qui pourtant nous pousse, nous tire à elle, que vient aussi, je pense, l'envie de continuer à écrire toujours. C'est d'ailleurs le paradoxe, ce paradoxe-là, cet écueil, c'est celui sur lequel Achopt et Céciman, qui écrit à un moment, vers la fin, enfin, voire à la toute fin, d'une part, le silence absolu m'est impossible, mais d'autre part, il n'arrive pas à réaliser l'œuvre telle qu'il l'imagine dans sa perfection. Et c'est peut-être ce dilemme-là qui est la douleur et la chance de l'écrivain. Oui, il y a eu beaucoup de... Alors, dans les interprétations possibles de l'histoire de Yambo Ologam, c'est-à-dire l'histoire d'un homme qui a été brisé, qui a vécu un épisode très violent de mise au banc littéraire, qui a été abandonné, laissé seul, et qui finalement a choisi de se retirer. Dans l'une des interprétations possibles que j'ai pu envisager, c'était de dire que, oui, au fond, d'un silence contraint, il est passé à un silence choisi. C'est-à-dire, qu'entre les deux, il y a eu la conscience peut-être que rien de grand ou de vraiment profond ou d'essentiel ne s'écrit. Et que c'est dans le silence qu'on trouve une autre manière d'écrire. Donc c'est un vieux fantasme là aussi, d'une écriture qui ne s'écrit pas. Donc de choses qui adviennent simplement dans une sorte d'intériorité, dans une réflexion, dans une tension. Mais cela peut être aussi quelque chose d'un peu mystique comme réflexion. Mais cela n'est pas tout à fait étranger aussi à ma manière à mes origines, à ma culture, en tout cas ce qui est aussi fondateur, que ce soit par les traditions sérères d'où je viens, comme par la mystique soufie à laquelle j'ai été directement confronté, par éducation aussi. C'est-à-dire que c'est un ensemble de choses qui revient, et ce n'est pas pour rien que dans le roman apparaît aussi très brièvement quelques mystiques, Maître Eckhart par exemple, mais disons cette idée qu'il y a quelque chose qui s'écrit dans l'ombre. Il y a quelque chose dans l'ombre. Et il faut aller chercher cette chose-là. Et cette chose, parfois, nécessite une sorte d'abolition de l'idée même d'écrire. Mais de toutes les manières, je crois que c'est un vieux fantasme. C'est qu'à un certain degré d'écriture, on se demande toujours si cela vaut la peine d'être vraiment écrit. C'est cette tension-là, qui est assez douloureuse parfois, qui traverse aussi le livre. Et d'ailleurs, ça s'achève sur cette alternative. Écrire ou ne pas écrire. C'est la question, je pense, que tout écrivain a un certain degré de vie dans la patrie, justement, des livres, se pose comme question, est-ce qu'il faut écrire ou est-ce qu'il ne faut pas écrire? Ce qui n'empêche pas que ça reste, dans les deux cas, de la littérature.
Donc une espèce de théologie négative de la littérature en un sens. Et c'est bien la question que se pose tout écrivain dans la patrie des livres. Il se trouve aussi que les écrivains ont peut-être les livres, ont peut-être certainement même, vous nous l'avez bien dit, les livres comme patrie. En revanche, j'allais dire leur patrie terrestre, leur patrie ici-bas, leur nationalité, tout ce qui est constitué des papiers d'identité, de l'appartenance au sens... j'allais dire le plus prosaïque du terme, tout cela en revanche ne leur est pas souvent accordé, et il arrive même parfois que l'écrivain soit presque par définition un apatride. J'aimerais reprendre et lire un tout petit passage là encore de votre livre concernant Sigadé. Donc là encore, comme dans le cas de Tessé Liman, le livre de Sigadé, donc l'écrivaine qui va passer une bonne partie du livre à raconter l'histoire de Tessé Liman au narrateur, ce livre a fait scandale. Et voilà ce qu'on lit. Elle raconta tout ça, donc ces histoires à Paris, ces histoires de jeunesse. Elle raconta tout ça crûment, avec une honnêteté cruelle pour la société sénégalaise, mais plus cruelle encore pour elle-même. C'est ce que ne lui pardonna pas sa société, de s'être infligé l'intransigeance qu'elle lui avait réservée, d'avoir enfreint les règles du masla, cette pudeur, cette ronde délicatesse par laquelle les rudes vérités chez nous ne se disent pas mais se suggèrent et parfois se dissimulent au nom du salut de l'honneur public. Élégie pour Nuit Noire, le titre donc du livre de Sigadé, fut le début du malentendu de Sigadé avec sa société. Il persiste, il s'est creusé. Sigadé n'est jamais revenue chez elle. Je crois qu'elle mourra sans jamais y retourner. Et donc là, c'est un cas qu'on pourrait dire peut-être un petit peu extrême, un cas un peu hyperbolique, mais plus largement, je repensais à une phrase de Marcel Proust qui dit que toute nouveauté en art est d'abord perçue comme, je cite, fatigante et alambiquée, donc suscite aussi un rejet. Donc est-ce que tout écrivain, d'une certaine façon, au moins en commençant, n'est pas un exilé, n'est pas un apatride, ou de sa société, comme le cas de Sigadé, ou de la langue commune, ou du bon goût, etc. Alors oui, ça c'est je ne sais pas si je peux répondre. Ça dépend bien sûr de l'orientation que prend l'œuvre de l'écrivain. Je pense qu'il y a des écrivains qui arrivent très rapidement au contraire, à être dans une étreinte très, très profonde avec leur société d'origine et qui en sont, d'une certaine manière, qui en expriment quelque chose de très profond immédiatement. Là, je pense à des écrivains, quelqu'un comme Guimarães Rosa, par exemple, c'est un écrivain brésilien. Et dans le seul grand roman qu'il a écrit, qui s'appelle Diadorim, il embrasse tout de suite. Ce n'est pas un livre dont la puissance vient de l'écart qu'il crée par rapport à sa société, mais on pourrait aussi dire qu'il y a énormément d'autres grands écrivains qui écrivent d'abord parce qu'ils essaient de prendre distance par rapport à leur société d'origine, d'échapper à cette société, qu'ils tentent de dire à cette société, en réalité, je suis né ici tout à fait par le hasard des biographies, le hasard de la biologie, mais que le véritable choix que j'opère est un choix purement littéraire. Et cette patrie-là est une patrie aussi hospitalière que scandaleuse, qui a ses propres lois, qui a ses propres autres valeurs. En fait, c'est le vieux débat entre société et l'autonomie de la littérature. Mais la question de l'autonomie est toujours ambiguë, parce que je crois fondamentalement qu'on n'est jamais vraiment autonome, ne serait-ce que parce qu'on écrit parfois des livres qui font scandale dans les sociétés d'où on vient, c'est-à-dire qu'on doit paradoxalement quelque chose à cette société-là. Si Sigadé écrit Élégie pour Nuit Noire et que le livre fait scandale avec sa société, c'est précisément parce que ce livre a à voir avec cette société, même si c'est par confrontation, par contradiction. Donc la question de l'autonomie me semble toujours assez ambiguë. En tout cas, l'autonomie n'est jamais totale, n'est jamais absolue. Elle est toujours, je pense, relative. Et tout écrivain, en un sens, oui, doit trouver sa propre voie, son propre pays, tout en n'oubliant pas que quoi qu'il fasse, il vient d'un pays. Même si ce pays le rejette ou qu'il rejette ce pays, il y a toujours quelque chose de ce pays qui demeure. Et on le voit même chez les plus grands écrivains dits exilés,
je pense qu'il y a toujours un moment, je pense, tout que là je m'avance, je fais de la psychologie vraiment de comptoir, mais je crois qu'il y a toujours le désir de retourner à ce pays ou d'être reconnu par lui. Là, je pense simplement à quelqu'un comme Kundera. Voilà un grand écrivain exilé, un grand écrivain de l'exil, dont l'exil s'est étendu jusqu'à sa langue même. Voilà quelqu'un qui a quitté son pays dans les circonstances politiques qu'on sait, et qui pourtant, je pense, en tout cas en voyant un peu sa biographie, sa trajectoire, ses rares interventions publiques, je pense n'a jamais rien souhaité aussi vivement que d'être rapatrié symboliquement. Et il y a quelques années, ou 2 ans, il me semble que la ville où il est né, donc la ville de Brno, je ne sais pas comment ça se prononce, BRNO, là, lui a donné un prix ou lui a remis quelque chose d'assez symbolique. Et on dit qu'il a rarement été aussi heureux ces dernières années parce que sa terre natale l'a, d'une certaine manière, ramené et rappelé à lui. Mais c'est toute l'ambiguïté des rapports qu'on a avec son pays d'origine quand on est un écrivain, et plus encore quand on est un écrivain exilé par la langue ou par la distance. Voilà. Alors justement, il ne s'agit pas de psychologie de comptoir, comme vous l'avez dit vous-même, mais bien au contraire, il s'agit là aussi d'un des grands motifs de votre livre, c'est-à-dire la façon dont ces différentes patries dont nous avons parlé, la patrie politique, nationale, et puis la patrie de la bibliothèque, se superposent, interfèrent et se parasitent. Et c'est un des grands moteurs, une des grandes dynamiques de votre livre. Et alors précisément, les écrivains pour lesquels cette question se pose avec le plus d'acuité, se pose même comme un tourment et littéralement comme un déchirement, ça va être en particulier dans votre livre donc les écrivains francophones qui vont se retrouver à Paris. Alors, vous faites une petite description de cette petite communauté. Alors, je précise très rapidement que, contrairement à mes questions qui peuvent paraître parfois un peu brutes de décoffrage, la structure narrative du livre de Mohamed Mbougar-Sarr fait en sorte que toutes les opinions littéraires que nous évoquons là sont tenues par des personnages et donc jamais ou très peu prises en charge par l'auteur lui-même. Donc, à chaque fois, il s'agit d'amener un débat, quoi. Donc, alors revenons-en à cette communauté d'écrivains. On trouve un écrivain de la République démocratique du Congo, on trouve Diégane qui est sénégalais, et peut-être une première petite question, le mot qui vient très très vite quand il s'agit d'évoquer cette communauté, c'est celui de ghetto. Alors, en quoi est-ce un ghetto? Alors, on imagine effectivement que toute communauté expatriée a tendance à fonctionner un petit peu en vase clos, avec ses codes personnels, même s'il partage la langue de sa terre d'accueil. Mais ghetto, quand même, le terme est très fort, impliquant relégation, impliquant même des choses encore plus sombres. Oui, mais c'est un ghetto bien particulier. Alors, c'est d'abord, ce n'est pas l'extérieur, ce n'est pas, par exemple, le centre qui désigne le ghetto. C'est le ghetto lui-même qui se désigne comme ghetto. Parce que ce mot de ghetto-là, je ne l'ai jamais entendu ailleurs que précisément alors sous le mode de l'humour, sous le mode de l'autodérision, mais avec aussi quelque chose de très sérieux qui est dit au fond, c'est-à-dire de se définir comme un ghetto, c'est-à-dire de définir un centre à l'égard duquel les rapports sont aussi très ambigus, puisqu'on le côtoie, on le connaît, on y a parfois des entrées, parfois multiples, on y a parfois des places, mais on n'arrête pas de le considérer comme aussi le centre, c'est-à-dire quelque chose contre quoi on se définit et une chose à laquelle aussi on rêve d'appartenir plus profondément. Mais toute la difficulté est dans ce plus profondément-là. Parce que, très objectivement, les écrivains dits francophones, aujourd'hui en tout cas, qu'ils soient africains, en particulier africains, on ne peut pas dire qu'ils soient tout à fait ignorés ou absents de ce qu'on appelle la littérature française. Ils sont peut-être moins connus parce qu'ils sont sans doute moins nombreux, mais ils sont là, ils écrivent, ils sont dans des maisons d'édition tout à fait respectables. Certains ont des œuvres très, très longues et des carrières très, très longues.
Et cependant, voilà, on a toujours l'impression qu'ils sont un tout petit peu à part. Moi, c'est toujours je me demande pourquoi est-ce qu'il y a ce sentiment-là. Il y a plusieurs raisons, hein, historiques ou éditoriales, mais il me semble aussi que ce qui fait le paradoxe d'un ghetto, c'est que parfois il se plaît à fonctionner comme un ghetto, ou à se penser comme un ghetto, ou à vouloir demeurer un ghetto, c'est-à-dire quelque chose aussi, un lieu, un espace, un groupement littéraire qui a aussi enfin, c'est pas dire c'est un fonctionnement autonome, non, mais en tout cas qui cherche toujours à se spécifier aussi. L'ambiguïté des ghettos, et là on pourrait penser, quand on lit le livre, que le ghetto ne cherche rien d'autre que de cesser d'être un ghetto, mais je pense que lorsque je vois en tout cas comment est-ce que le ghetto précisément fonctionne, parfois je me dis qu'il se plaît à être dans un ghetto parce que c'est une marginalité qui est ambiguë. Mais toute marginalité aussi ambiguë, c'est à la fois son malheur et sa chance. C'est que il aime être dans une marge parce que cela lui permet aussi d'exister symboliquement par rapport à un centre qui est déjà saturé. Donc être dans la marge à ce moment-là a du sens parce que c'est déjà un démarquage qu'on fait par rapport à... Mais en même temps, c'est son malheur parce que ça fonctionne en vase clos. Au bout d'un moment, ça peut ronronner. Au bout d'un moment, il n'y a quasi peut-être plus de la stimulation nécessaire, l'esprit critique nécessaire. Il n'y a peut-être plus le travail de littérature nécessaire, c'est-à-dire se lire, se confronter aux autres, se dire la vérité sur ce qui ne va pas, etc., tout un ensemble de choses qui sont aussi présentes dans le livre. Mais en dernière instance, je dis tout cela, mais je le dis aussi avec énormément de tendresse et d'amour pour ce que j'appelle le ghetto, puisque j'en viens. Est-ce que j'y appartiens encore? Ça, c'est une autre chose. Mais il est certain que j'en viens, et je pense même que quoi que je fasse, j'y appartiendrai toujours. Parce que précisément, c'est la même relation qu'avec le pays natal dont je parlais tout à l'heure. Je viens de là. Littérairement, je viens de là aussi. Et il y a énormément de grands écrivains, évidemment, de ce ghetto, mais pour qui j'ai une infinie admiration. Donc, je viendrai toujours de là. Mais c'est là c'est une question ce sont des questions que ne peuvent se poser précisément que des gens qui sont dans une certaine marge, réelle ou symbolique. Et je crois que c'est une réflexion qui doit d'abord être féconde et qui ne doit jamais simplement être plaintive, être dans le larmoiement, mais être fécondée quelque chose d'intéressant, littérairement. Et plus largement, ce qui est extrêmement fécond, et c'est un terme que vous avez employé à plusieurs reprises, c'est le terme d'ambiguïté, alors qui renvoie, outre donc à votre livre et à son refus de trancher, refus quasi flaubertien de trancher, qui renvoie aussi à un livre célèbre, c'est L'Aventure ambiguë. Et à un moment, justement, on retrouve un clin d'œil à ce titre, puisque vous parlez d'une aventure mortellement ambiguë, ou plus exactement, un de vos personnages parle d'une aventure mortellement ambiguë, à propos de la situation, alors non plus du ghetto contemporain, mais à propos de la situation, le porte-à-faux des grands ancêtres, enfin des grands aînés de la littérature francophone, les Senghor, les Césaire, René Maran. Et moi, je me posais un petit peu la question pour un jeune écrivain comme vous, un jeune écrivain qui vient du ghetto, comme vous disiez, quel est le rôle quel est le rôle, quelle est la place encore de ces aînés? Est-ce que, comme on le lit dans votre livre, dans la bouche d'un personnage, est-ce que ils vous ont laissé comme des héritiers sans testament? Est-ce que, comme disait Pierre Michon à tout autre propos au sujet du 19e siècle, est-ce que cette histoire est celle aussi d'une filiation malheureuse? Non, 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 au contraire. C'est une filiation qui est tout à fait heureuse et tout à fait glorieuse. À partir du moment où l'on en fait, où l'on sait en faire quelque chose, précisément. Le véritable héritage sans testament est celui dont les héritiers sont passifs. C'est-à-dire qu'un héritage n'est pas seulement quelque chose qu'on reçoit. Je pense qu'un héritage est toujours une invitation, sinon à dépasser, au moins à
vraiment actualiser ou activer ou faire vivre précisément l'héritage. Et je pense que le malheur commence quand les devanciers ne sont tenus que comme des devanciers historiquement et que le respect qu'on leur voue est un respect de façade qui ne féconde rien et qui est un embaumement, un second embaumement ou un second enterrement. À partir du moment où l'héritage qu'on reçoit ne produit rien en nous, bah, les auteurs qui nous ont laissés meurent deux fois. Les questions que se posent Djegan et son ami Moussimbois dans ce passage peuvent paraître, dans un premier temps, être des critiques très fortes à l'égard de leurs devanciers, qui ne leur auraient rien laissé, qui les auraient enfermés dans des situations intenables, qui les auraient éloignés de l'essence même de la littérature, dans un ensemble de combats ou de non-combats qui ne produisent rien. Mais disant cela, ils reconnaissent qu'ils ont lu ces auteurs-là. Et c'est peut-être la meilleure chose qu'on puisse faire pour un auteur, c'est de le lire, c'est de tenter c'est aussi de l'attaquer durement. De toutes les manières, tout ce qu'on appelle l'histoire littéraire fonctionne aussi comme cela. Le moteur de l'histoire littéraire, c'est la lutte, non pas des classes là, mais des... Je ne sais pas si je peux employer le mot de génération, parce que c'est un mot qui est très, très difficile à... Mais en tout cas, c'est la lutte c'est la lutte entre les écrivains. Non pas qu'ils se détestent et qu'ils se tirent, qu'ils se battent au pistolet, mais parce que je crois que littérairement, la lutte s'inscrit ailleurs. Le lieu de la lutte s'inscrit ailleurs. C'est une lutte proprement littéraire, c'est-à-dire une lutte qui tente par des moyens littéraires de faire avancer la langue, de faire avancer aussi l'espace d'où l'on vient en lui faisant accéder à un certain nombre d'autres problèmes ou en les renouvelant. Donc toute critique est aussi un hommage sur le plan littéraire. Et ces deux jeunes gandans ont beau faire semblant d'être des pistoleros qui arrivent et qui font table rase, qui font leur Descartes. En réalité, ils ont d'abord, ils le reconnaissent à la fin, ils cherchent d'abord à rendre un hommage à leurs devanciers. Et je suis à peu près dans la même relation, finalement, avec tous les aînés, mes glorieux aînés. J'ai une admiration infinie pour eux. Cela ne m'empêche pas de me pencher d'abord sur leurs livres. Pas tous, mais certains d'entre eux. Vous citez Cheikh Hamidou Kane, donc L'aventure ambiguë. Je suis un admirateur fou de L'aventure ambiguë. Cela ne m'empêche pas d'être très critique de ce roman pour tout un ensemble de raisons philosophiques, mais même proprement littéraires, sur la manière dont ce livre est construit, sur son déséquilibre. Mais c'est un regard littéraire sur les choses, et il suffit tout de même de lire mon livre pour savoir qu'il doit quelque chose à Cheikh Hamidou Kane. Et que si je reviens autant sur ce mot d'ambiguïté, c'est parce qu'il a formulé, à un moment donné dans son roman, quelque chose qui va rester, un problème qui va rester, qui va traverser les générations, mais qui va rester et qui dit quelque chose de ma situation aujourd'hui, 60 ans après qu'il a écrit ce roman. Donc, mais toute la difficulté est d'arriver à opérer cette critique-là, à assumer le fait d'être très arrogant et prétentieux au moment où on l'opère, et pourtant à dire en dessous qu'on est dans un hommage toujours, ou en tout cas qu'on est dans un respect, et ce respect-là, c'est celui de la lecture et de la fécondation que les grands textes doivent toujours produire sur chaque écrivain qui prend au sérieux en tout cas la littérature et l'histoire littéraire. On pourrait donc appeler un patriotisme littéraire, bien entendu, puisqu'il intègre la critique et l'admiration. Alors peut-être une toute dernière question, nous avons peu de temps, mais j'aimerais revenir sur ce mouvement de la critique et signaler un point saillant de votre livre, c'est qu'il a aussi cette dimension qu'on pourrait qualifier très vite, et par un raccourci commode de post-moderne, qu'il à la fois un livre qui, comme vous l'aurez compris, raconte une quête et une enquête, mais c'est aussi un livre qui revient littérairement sur lui-même, qui se critique et s'autocritique. Et on a vraiment ce sentiment-là que vous avez appliqué à votre propre production au moment où elle se faisait, ce que vous venez de décrire de votre attitude par rapport aux grands auteurs qui vous ont précédé.
Oui, bah, c'est un livre, comment dire, très méta, dans tous les sens du terme, méta-littéraire, méta-fictionnel, qui n'arrête pas de se regarder en train de se faire, qui joue toujours des niveaux et des mises en abîme très différentes. C'est vrai que c'est un procédé qui n'a rien de nouveau, qui est très postmoderne. Mais j'ai tenté de refuser l'idée qu'un livre métalittéraire ne se parlait qu'à lui-même, précisément. J'ai voulu refuser l'idée qu'un livre qui réfléchit aussi sur l'acte de l'écriture ne serait qu'un livre un peu vain. Et j'ai essayé de le faire en réinscrivant cette tentative-là dans la vie bien réelle de personnages. C'est que tous ces jeunes, tous les personnages qui interviennent ne sont pas simplement en train de parler du livre et de l'écriture. Ils parlent aussi de leur vie et de la relation qu'il y a entre l'écriture et la vie. C'est qu'on ne peut pas faire semblant d'ignorer que l'écriture est aussi un geste, c'est un geste littéraire bien sûr, mais c'est aussi un geste profondément social. C'est qu'on n'écrit jamais en étant parfaitement coupé des autres, ou de la société, ou de la vie. On écrit en vivant et ça a des conséquences très concrètes sur la vie quotidienne qu'on mène. Lorsqu'on lit, c'est la même chose. Lorsqu'on écrit, c'est la même chose. Mais en tout cas, ce n'est pas coupé de la vie. C'est inscrit dans la vie. Je ne cherche pas à faire de l'écriture un geste absolument exceptionnel qui ne serait dédié qu'à des élus ou qui serait à l'écart comme cela, dans un écart oui, élu. Ce n'est pas cela. Au contraire, je cherche à le réinscrire dans le mouvement plein de la vie, à côté de tous les autres gestes de la vie. Pour moi, cela se conçoit ainsi et l'écriture a une valeur à ce moment-là, véritablement. Quand on est capable de l'inscrire dans la chaîne de la vie même, la vie la plus concrète, la plus charnelle, ce n'est pas désincarné, c'est au contraire un geste qui dit quelque chose aussi de l'homme ou de la femme qu'on est en train de vivre des événements. C'était vraiment ça. Donc, essayer de mettre sur la même table ou sur le même plan la réflexion du roman sur le roman, mais aussi la réflexion du roman sur la vie et la manière dont le roman lui-même est réfléchi, aux deux sens du mot, par la vie. Voilà. Alors précisément, on a beaucoup parlé là du livre comme patrie, mais rappelons peut-être aussi que le livre n'a de sens comme patrie que s'il s'inscrit dans cette autre patrie, celle que vous venez de décrire, cette patrie en mouvement, qui est celle de la vie aussi. Voilà, alors on pourrait continuer longtemps sur bien d'autres sujets, mais malheureusement le temps qui nous est imparti est bien écoulé. Donc merci à vous, merci Mohamed Bougarsar. Merci.